Je pense, donc je suis. Une phrase qui a bouleversé le monde. Mais derrière cette certitude absolue, se cache un homme perdu dans le doute, traqué par l'angoisse, obsédé par la clarté, exilé de son propre siècle. Descartes, ce n'est pas qu'un philosophe. C'est un soldat, un voyageur, un génie solitaire. Il dort dans des poêles, écrit dans des brumes, fuit les dogmes et crée un nouveau monde, un monde où tout commence par la pensée. Il a renié l'héritage d'Aristote. Il a voulu reconstruire le savoir, comme on reconstruit un monde après un incendie. Dans cette série illustrée, tu vas découvrir le vrai Descartes. Le jeune homme hanté par les rêves. Le savant qui cache ses idées par peur de l'Inquisition. Le penseur qui meurt loin de la France, pour avoir trop pensé. Allemagne, l'hiver 1619. René Descartes a 23 ans. Il est soldat dans les armées protestantes, mais ne tient ni à la guerre ni au drapeau. Ce qui l'anime, c'est le désir d'un savoir pur, d'un socle indestructible sur lequel tout reconstruire. Un soir glacial, il se retire dans une petite pièce, chauffée par un poêle, et s'y enferme. Pendant plusieurs jours, il médite, écrit, jeûne. Et puis, vient la nuit du 10 novembre 1619. Il dort. Il rêve. Il voit une tornade, un éclair. Puis une voix. Puis un dictionnaire et un recueil de poésie. Puis une formule. Ce n'est point par la multiplicité des choses qu'on satisfait l'esprit, mais par leur profondeur. À son réveil, il est bouleversé. Il est convaincu que ce rêve est un appel du ciel, une mission. Il se jure alors de reconstruire tout le savoir humain, depuis zéro. Ce jour-là, Descartes n'est philosophe. Pas dans une bibliothèque. Mais dans la solitude d'un songe en feu. Il note dans ses carnets. Je vais effacer toutes mes opinions anciennes, comme on abat un édifice, pour poser une fondation certaine. Ainsi commence le projet cartésien, tout remettre en doute. Même ce que l'on croit voir. Même Dieu. Même son propre corps. 1620-1628 de l'Europe au silence. Après ses premières révélations, Descartes abandonne les armes, évite les salons, et se lance dans un voyage intérieur, en fuyant le tumulte extérieur. Il parcourt l'Allemagne, l'Italie, la Hollande. Toujours discret. Toujours seul. Il se cache presque. Il dit : « Je me suis retiré de mon pays, afin de vivre en liberté et cultiver mes pensées. » Il rejette l'université, se méfie des autorités religieuses, et ne cherche ni disciple, ni gloire immédiate. Ce qu'il veut, c'est bâtir une méthode pour penser avec rigueur, comme on construit un pont pierre par pierre. Il écrit : « Il ne suffit pas d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. » C'est là, dans le calme, qu'il commence à formaliser les 4 règles de sa future méthode. 1. Ne rien admettre pour vrai sans évidence. 2. Diviser chaque problème. 3. Conduire les pensées du simple au complexe. 4. Revoir tout pour n'oublier aucun maillon. Ce n'est pas encore la raison froide. C'est l'intuition disciplinée. Le doute devient un outil, non un piège. 1637 Hollande. René Descartes a passé des années à fuir, réfléchir, peaufiner sa pensée. Mais le temps de l'ombre est fini. Il publie, de façon anonyme, un petit livre qui va secouer l'Europe. Le discours de la méthode. Il commence par une confession. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et poursuit avec un récit de sa vie, de ses doutes, de ses voyages. Puis, il déroule sa méthode, claire, stricte, précise. Il y joint 3 essais pour la démontrer. 1. La dioptrique, sur la lumière. 2. Les météores, sur les phénomènes atmosphériques. 3. La géométrie, où il invente la géométrie analytique. Mais c'est dans une petite phrase que le monde s'arrête. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. En une ligne, il réduit tout le savoir à une évidence pure. Si je doute, alors je pense. Et si je pense, j'existe. C'est le nouveau point de départ de la philosophie moderne.
Mais Descartes sait qu'il marche sur un fil. L'Inquisition veille. Il écrit en français, pas en latin, pour toucher le peuple, mais il cache son nom. Car penser ainsi, c'est déjà défier l'ordre établi. Le discours de la méthode n'est pas un traité. C'est une déclaration d'indépendance de la pensée. 1641 Hollande. René Descartes est seul, concentré, et prêt à affronter l'ultime question. Comment être sûr que Dieu existe? Il publie un nouvel ouvrage. Les méditations métaphysiques. Ce n'est plus de géométrie ni d'optique qu'il s'agit. C'est de l'âme, de Dieu, du réel. Il part du doute absolu. Et si un démon trompeur me faisait croire que je vois, que je pense, que j'existe? Mais à travers ce labyrinthe, Descartes construit, pierre par pierre, une forteresse de certitude. Je pense, donc je suis. J'ai une idée de perfection. Cette idée ne peut venir que de ce qui est parfait. Donc, Dieu existe. Sa logique est froide, rigoureuse, mathématique. Mais le terrain est glissant. Des jésuites s'inquiètent. D'autres philosophes contestent. Descartes les anticipe, il joint aux méditations les objections de ses adversaires, suivies de ses réponses. Il transforme la critique en dialogue. Il veut que la pensée se construise dans le choc, pas dans l'unanimité. Dieu, pour Descartes, n'est pas une foi, c'est une nécessité logique. Mais cette exigence rationnelle l'éloigne du mystère. 1644 Hollande. René Descartes publie Les Principes de la philosophie, une œuvre ambitieuse qui vise à expliquer le fonctionnement de la nature tout entière. Il y expose une vision radicalement nouvelle. Tout dans le monde peut être expliqué par des lois mécaniques. La matière, le mouvement, les planètes, le feu, l'âme même, tout est soumis à des lois. Donnez-moi la position et le mouvement de chaque particule, et je vous dirai comment tourne le monde. Il y propose un univers sans vide, rempli de matière subtile en tourbillon. Les étoiles, les planètes, les corps, des engrenages d'une horloge parfaite. Ce n'est pas de la poésie. C'est une tentative de remplacer Aristote, une fois pour toutes, avec un système entièrement fondé sur la raison. Mais ce système, aussi brillant soit-il, a ses limites. Il évacue la chaleur, l'imprévu, le vivant. Il traite le cœur humain comme une machine. Et dans cette mécanique universelle, Dieu devient l'horloger. Pour Descartes, comprendre le monde, c'est le désenchanter. Mais c'est aussi y voir plus clair. 1649 La Haye, puis Paris. Descartes est célèbre. Son nom circule dans toute l'Europe. Ses ouvrages sont débattus, critiqués, copiés. Mais cette gloire ne le réjouit pas. Il confie dans une lettre. J'ai horreur des disputes. Je ne vis que pour moi. Il est de plus en plus méfiant. L'Église l'observe. Certains religieux dénoncent son univers sans miracle, son Dieu géométrique, son âme séparée du corps. Et surtout, son refus de soumettre la raison à la foi. Il commence à se retirer. Il cesse de publier. Il évite les villes. Il vit dans le calme et l'ombre, mais la solitude devient pesante. Un jour, une invitation étonnante change le cours des choses. La reine Christine de Suède lui demande de devenir son professeur privé de philosophie. Elle est jeune, brillante, curieuse. Elle veut apprendre. Mais, elle impose une condition, les leçons auront lieu tous les matins à 5 heures, en plein hiver suédois. Descartes, fatigué, isolé, accepte. Il part pour Stockholm. Ce n'est pas un triomphe. C'est un exil gelé. Janvier 1650 au Stockholm. Descartes est arrivé à la cour de Christine de Suède. La jeune reine est brillante, mais exigeante. Elle veut des cours, à l'aube. Descartes, qui a toujours travaillé la nuit, doit changer tout son rythme. Il sort dans le froid, chaque matin à 5 heures, traverse les couloirs du palais enneigé, salue les gardes figés dans la glace. Il donne ses leçons dans une bibliothèque sans feu, sous une lumière crue. Le climat est trop dur. Son corps ne résiste pas. En quelques jours,
il tombe malade. Les médecins pensent à une simple grippe, mais la fièvre empire. Il perd ses forces. Il délire. On parle de pneumonie. On parle aussi d'empoisonnement. Personne ne saura jamais. Le 11 février 1650, à l'aube, René Descartes meurt, seul, loin de son pays, de ses amis, de sa bibliothèque à l'âge de 53 ans. Il laisse derrière lui un monde secoué, une pensée fondatrice, une méthode encore enseignée 4 siècles plus tard. Descartes voulait reconstruire le savoir. Il a fini gelé, dans un palais vide, éclairé par les idées, mais éteint par le froid. Sa mort n'est pas tragique. Elle est ironique. L'homme de la raison meurt dans le pays de l'absolu. Descartes est mort loin des siens, dans un froid que sa philosophie ne pouvait réchauffer. Mais à peine a-t-il fermé les yeux que son nom, son œuvre, son esprit commence à circuler, inspirer, bouleverser. Ses idées deviennent fondation. Sa méthode est enseignée dans toutes les universités. Son cogito devient la pierre de touche de la pensée moderne. Je pense, donc je suis. N'est plus un simple raisonnement. C'est un cri d'existence dans un monde incertain. Le monde change. Galilée meurt, Newton naît. Le doute cartésien ouvre la voie aux lumières, à la science, à la démocratie même. Et pourtant, Descartes reste seul. Solitaire, comme dans son rêve de 1619. Mais désormais, il est lu, cité, critiqué, adoré, débattu. Il est vivant dans nos esprits. Son héritage? Il nous a appris à penser par nous-mêmes. Il a montré que le doute n'est pas faiblesse, mais force. Il a prouvé que la rigueur peut cohabiter avec l'intuition. Il a dessiné une route, sans fin, pour ceux qui cherchent la vérité. Descartes n'a pas enfermé la pensée. Il l'a libérée. Son corps a été rapatrié en France. Mais son esprit, lui, habite tous les livres. Tous les débats. Toutes les questions que l'on se pose devant le vide, devant l'invisible, devant la vie. Douter. Analyser. Rêver. Mais surtout, osez penser par vous-même. Descartes l'a fait pour nous. À nous de continuer le chemin. Et toi? Quand as-tu réellement pensé par toi-même pour la dernière fois? Pas répété, pas cru, pas copié. Penser. Doute. Déduction. Clarté. Ce que Descartes nous a légué n'est pas un système figé. C'est une méthode pour affronter le chaos avec lucidité. Le doute est un début. L'intelligence est un chemin. Si cette histoire t'a touché, imagine ce que tu vas découvrir dans les autres récits de la chaîne. D'autres vies brillantes, tourmentées, fécondes. D'autres éclairs dans l'histoire. Abonne-toi. Active la cloche pour ne manquer aucune épopée. Commente, quel moment t'a le plus marqué dans la vie de Descartes? Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense trop, ou pas assez. Car dans un monde qui pense vite, Descartes nous rappelle qu'il faut penser bien. Continue à explorer, douter, comprendre et découvrir d'autres grandes figures historiques sur notre chaîne.